Voilà, parfois une espèce chimique est un acide, donc d'après ce qu'on sait, elle se transforme en perdant un proton en base, mais parfois la base obtenue peut à son tour perdre un proton et se transformer encore en une nouvelle espèce chimique. Donc vous voyez ici il y a H2, un proton a été perdu, on n'a plus le petit 2, il reste juste un hydrogène, mais par contre il y a une charge moins qui est apparue. Ici, pour le dernier, l'ion SO4, il n'y a plus d'hydrogène dans la structure et on a une charge de moins. Donc c'est ce que j'appelle des suites de couple acide-base. Parfois on peut en avoir 3 ou 4 à la suite. 4 à la suite ça peut arriver aussi, notamment avec l'acide citrique. Et il y a un couple qui est à connaître, c'est le couple qui est généré par le dioxyde de carbone une fois qu'il est dissous dans l'eau. Et ça c'est noté CO2,H2O. Alors si vous regardez ici, il y a 2 éléments hydrogènes. S'il y a un de ces éléments hydrogènes qui est perdu, vous arrivez à l'ion hydrogénocarbonate. Il n'y a plus qu'un seul hydrogène et une charge moins. Et si cet élément hydrogène, ce proton, s'en va à son tour, on se retrouve avec l'ion carbonate CO3 de moins. Donc, avec la notation qu'on connaît, on va avoir 2 couples en fait pour cette suite d'espèces chimiques. Le premier couple acide-base, ce sera H2SO4, HSO4-, et le deuxième couple, ce sera HSO4-, SO4 de moins. Alors ceux-là, on les a vus dans un exercice, c'est quasiment des acides forts. Celui-là, c'est un acide fort. Le deuxième, c'est quasiment un acide fort. Le couple d'après, celui avec le dioxyde de carbone. Le premier couple acide-base, c'est autour de ce slash. Donc c'est le dioxyde de carbone dissous dans l'eau avec l'ion hydrogénocarbonate. Et le deuxième couple, c'est le couple ion hydrogénocarbonate, ion carbonate. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les espèces qui sont au milieu, ce sont à la fois acides et bases, puisque étant positionné au milieu, on le trouve donc à droite de cet acide, et dans ce cas, il joue le rôle d'une base, et on le trouve à gauche de cette base, et dans ce cas, ça joue le rôle d'un acide. Pareil pour l'ion hydrogénocarbonate. On va reprendre le genre de diagramme qu'on a commenté hier. Là, je vais devoir diminuer un petit peu l'affichage. Voilà, c'est pour le couple, vous reconnaissez ici sur les étiquettes jaunes, le couple CO2 dissous dans l'eau, donc CO2H2O. Qu'est-ce qu'on remarque ? Sur la hauteur 50% en ordonnée, sachant que cette courbe-là, elle représente la quantité de matière de CO2. La courbe numéro 2, celle qui a la forme de cloche, elle représente le pourcentage présent dans la solution de l'ion hydrogénocarbonate, HCO3-. Et la toute dernière courbe, qui est à 0 initialement, qui commence à remonter par ici, elle représente le pourcentage de la présence de l'ion carbonate CO3- dans un mélange qui contiendrait ces espèces chimiques-là. Alors ça nous permet de retrouver quand, pour les espèces qui sont numérotées 1 et 2, c'est-à-dire le premier couple acide-base possible avec cette espèce chimique, ça nous permet de retrouver son pKa qui vaut ici 6,4. C'est la valeur du pKa pour le premier couple. Pour le deuxième couple, donc celui-là, le pKa est différent, mais on va le lire sur le graphique à peu près de la même façon. Voilà, c'est ici. Le pKa, c'est 10,3,
Et donc, c'est la constante d'acidité qui concerne les deux espèces chimiques, HCO3-, CO3-2-. Et ce qu'on a pu dire sur les domaines de prédominance, on peut le répéter à partir de là. Mais comme il y a plusieurs espèces chimiques à la suite qui font partie un peu d'une famille de couples acide-base, il y a plusieurs pKa qui apparaissent, plusieurs constantes d'acidité qui caractérisent chaque couple possible dans toute la lignée. Alors, quelles conséquences ça a, par exemple, toujours sur le même couple à partir du dioxyde de carbone en solution aqueuse? C'est un acide faible. Donc, lorsqu'on a de l'eau qui, soit comme l'eau Perrier, a été, est naturellement, je crois, riche en dioxyde de carbone à un point tel qu'elle est pétillante, mais elle est enrichie en gaz carbonique, en dioxyde de carbone en usine, le pH de cette eau Perrier est acidifié en fait par la présence du CO2 dissous dedans. Donc le pH n'est pas du tout 7, il est nettement inférieur à 7, puisque là il nous est proposé pH 5,5 pour l'eau Perrier. Pareil, une eau distillée de laboratoire, si elle est restée à l'air libre, ou s'il reste un fond de piscette qui est resté pendant une semaine et qu'après on l'utilise, le pH de cette eau-là va être beaucoup plus faible que 7, parce que le dioxyde de carbone qui est présent dans la piscette va se dissoudre dans l'eau, et ça va acidifier cette eau. Alors l'eau, comme vous le savez, dans tout ce qui va être... déjà l'eau, elle joue un grand rôle dans les organismes vivants, pour leur fonctionnement propre, mais aussi c'est un milieu de vie pour notamment toutes les espèces aquatiques, que ce soit dans les eaux dites douces, rivières, lacs et compagnie, ou les eaux des océans et des mers. Et comme l'atmosphère est très riche en dioxyde de carbone, et que les activités humaines enrichissent de façon excessive l'atmosphère en dioxyde de carbone, ça a aussi un impact sur les océans. Parce que plus il y a de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, plus une partie de ce dioxyde de carbone va se dissoudre dans les eaux océaniques, et sur le long terme, sur des années ou plusieurs dizaines d'années, ça se ressent. Et donc il y a un processus en cours actuellement qui est appelé l'acidification des océans, qui est lié au fait que comme la teneur en dioxyde de carbone augmente dans l'atmosphère, on retrouve plus de dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Ce dioxyde de carbone étant un acide faible, il y a les réactions qui se produisent qui donnent l'ion hydrogénocarbonate et par la suite les ions carbonates. Voilà. Alors un petit mot sur les acides aminés, les acides alpha-aminés. Donc ça, par exemple, c'est une façon de représenter la molécule d'insuline, qui joue un rôle dans le contrôle de la glycémie de l'organisme et qui peut être lié à des maladies comme le diabète. Alors, qu'est-ce que c'est que cette représentation? Ça ne ressemble pas à ce qu'on voit habituellement en chimie. Par contre, vous avez peut-être vu des choses comme ça en biochimie. Alors, dans chaque rond, par exemple ici, il y a un numéro 30 à côté. Dans le rond, ALA, ça veut dire alanine. C'est un acide aminé en particulier. Ici, en début de chaîne, vous avez un rond bleu. À l'intérieur, il y a écrit GLY. C'est un autre acide aminé, la glycine. Ici, vous avez en gris le, c'est la leucine. Donc en fait, toutes ces représentations, elle a pour but de vous montrer l'enchaînement, une succession d'acides aminés au sein de la molécule d'insuline. Alors, pour la décrire un petit peu plus, on a une première chaîne qui est repliée sur elle-même ici, avec 21 acides aminés. C'est pour ça qu'ici il y a le numéro 21. Et il y a un autre brin, une autre chaîne, qui a 2 bouclettes et qui, elle, est composée de 30 acides aminés. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des bouclettes? C'est qu'entre telle partie de tel acide aminé et telle autre partie d'un autre acide aminé, il y a un point d'accroche, donc une liaison qui va s'établir
Alors après, est-ce que c'est une liaison hydrogène? Est-ce que c'est un autre type d'interaction? Moi, je peux pas le dire comme ça. Il y a aussi ça qui est représenté, c'est des ponts disulfure, c'est-à-dire que c'est une liaison qui va concerner deux atomes de soufre, et ces ponts disulfure, ils servent notamment à lier les deux brins ou les deux chaînes d'acide alpha-aminé. Voilà, donc ça c'est une molécule extrêmement complexe, et puis d'une façon générale en biologie, vous avez des protéines qui vont être des molécules qui peuvent contenir plusieurs centaines, plusieurs milliers parfois d'acides aminés. Donc il faut parler des acides aminés un par un, et un acide aminé, d'une façon générale, ça a une structure qu'il faut connaître. Vous avez, en quelle couleur? Vous avez un atome de carbone qu'on considère comme un atome central. Vous avez un groupe carboxyle. Vous avez un groupe amine. Et le nom acide aminé, il vient de là, parce que le groupe carboxyle, ça donne une fonction acide, et amine, c'est ce qu'on retrouve dans l'acide aminé. Et vous avez une chaîne latérale, qui est notée R d'une façon générale, et cette chaîne latérale, elle change en fonction des acides aminés. Alors, sur ces quelques exemples-là, sur la glycine, il n'y a pas vraiment de chaîne latérale, donc c'est juste un atome d'hydrogène. On a parlé des notations topologiques. Sur l'alanine, vous avez en fait le groupe CH3 ici, donc le groupe R c'est CH3. Sur la cystéine, vous avez CH2SH. Sur la sérine, vous avez CH2OH. Et puis il y a d'autres acides aminés qui existent, mais tous ont en commun la présence d'un groupe amine et la présence d'un groupe carboxylique. Et c'est ça qui va leur donner des propriétés intéressantes. Puisque sur les acides aminés, vous avez une fonction qui va concerner l'acidité, une fonction qui va concerner la basicité. Vous voyez qu'ici il y a des hydrogènes, là aussi. Donc il faut qu'on parle très brièvement là, de chaque groupe séparément pour les remettre ensemble après et envisager la situation des acides aminés dans l'organisme. Il y a plusieurs acides carboxyliques qui existent, par exemple l'acide méthanoïque qu'on a déjà vu, l'acide éthanoïque qu'on a déjà vu hier dans des exemples, puisqu'il est caractérisé par son pKa 4,8, et puis il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, comme l'acide benzoïque, l'acide lactique. Et donc, conformément à ce qu'on a dit hier, vous voyez que chaque acide carboxylique est caractérisé par une valeur de pKa. Alors, quand elles sont données à un chiffre après la virgule, ça peut arriver qu'on ait des pKa qui soient quasiment identiques ou identiques pour des couples différents. Ça, c'est le hasard des acides et de leur constitution. Alors, ce qu'il faut savoir sur les acides carboxyliques, c'est que tout ou presque les acides carboxyliques sont des acides faibles. Et puisque ce sont des acides faibles, leur base conjuguée, elle est obtenue par la perte d'un proton. Et le proton qui va être perdu, c'est celui qui se trouve toujours mis en évidence dans le groupe CO2H. Ça, je crois que c'est déjà dans votre cours en plus. On a eu le temps d'en parler avant que le lycée ferme. Voilà, donc c'est le proton qui est dans le groupe CO2H qui est susceptible de partir. Je peux vous le remettre en évidence ici. Donc, si le proton s'en va, c'est qu'il va y avoir une rupture de liaison à cet endroit. Et si un proton s'en va, ici, il restera au moins. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que les valeurs de pKa de ces acides carboxyliques, elles sont toujours à peu près du même ordre. Donc, on est dans les 4, un peu plus, un peu moins. Donc, ça nous fait un pKa de référence pour les acides carboxyliques en général, qui n'est pas très loin de 4. Et avec ce qu'on a dit hier, si vous vous souvenez, c'est pour ça que c'est bien d'en reparler aujourd'hui aussi,
Quand le pH d'un milieu, d'un mélange va être plus petit que ce pKa, c'est la forme acide qui va prédominer. Et quand le pH du milieu ou du mélange va être plus grand que ce pKa, c'est la forme basique qui va dominer. Et comme les acides carboxyliques, ils ont à peu près tous des valeurs de pKa qui se ressemblent, on va toujours être situé du même côté par rapport à ce qu'on appelle le milieu neutre avec un pH 7. Toujours. Alors un petit mot sur les amines qui elles vont être des bases faibles. On va dire le même genre de choses, sauf que cette fois on parle d'une base. Donc toutes ces amines, comme la méthylamine, la diméthylamine, vont être des amines. Là aussi, il en existe plein d'autres. Ce qu'on constate, c'est que ce sont des bases faibles, toutes. Donc elles sont susceptibles de gagner un proton. H+. Et la valeur de pKa, c'est toujours le même genre de valeur. On est aux alentours de 10. Donc, le pKa... J'avais mis en rouge, là je vais le mettre en bleu. On est à peu près ici vers 10. Et la valeur du pKa, ça fait une séparation entre deux zones. Quand le pH du mélange ou du milieu biologique est plus grand que pKa, donc 10 environ, c'est la forme basique qui prédomine. Et quand le pH du milieu est plus petit que la valeur de pKa, c'est la forme acide qui prédomine. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que la forme acide, c'est un cation. Pourquoi c'est un cation? On va remonter ici. Le H+, il va s'accrocher sur l'azote. Vous vous souvenez, on a parlé de ça dans les représentations de Lewis. Il y a un doublet non liant sur l'élément azote ici. Donc si vous avez un proton H+, qui est disponible, ce proton, lui, va être très intéressé par s'accrocher avec ce doublet non liant. Et donc ce doublet non liant va se transformer en liaison. Et c'est pour ça que ce site-là va devenir un cation. C'est parce que maintenant, il y a un proton qui est arrivé, et ce proton, lui-même étant chargé positivement, ça a chargé positivement tout le groupe ici, qui est un groupe NH3+. C'est celui qu'on retrouve noté ici. Voilà, donc il résulte de tout ça, c'est que lorsque vous avez un acide aminé, il y a une partie de la molécule qui est un acide qui peut perdre un proton, et selon la valeur du pH de la solution, soit c'est la forme basique, soit c'est la forme acide pour cette partie de la molécule qui va prédominer. Et il y a une autre partie de la molécule, c'est un groupe amine, qui peut gagner un proton. Et là encore, selon le pH du milieu dans lequel on se trouve, enfin dans lequel l'acide aminé se trouve, soit c'est la forme NH2, la forme basique, soit c'est la forme NH3+, la forme acide, qui va prédominer. Et en général, ça se voyait là-dessus, les milieux biologiques ont plutôt tendance à être des pH modérés, donc aux alentours de 7. Ce qui fait que si on est dans un milieu de pH 7, eh ben, ça va être la forme qui est représentée ici en bleu, donc la forme basique, la base conjuguée de l'acide carboxylique qui prédomine. Et si on est à pH 7, on peut voir que on est dans la zone rose, donc c'est la forme acide de la fonction amine, la forme acide de la fonction amine qui prédomine. Donc si on met les deux bout à bout, j'espère qu'on tombe sur la bonne illustration du premier coup, voilà. Voilà ce qu'on a. pH 7, c'est à peu près ici. La partie amine est sous sa forme NH3+. La partie acide carboxylique est sous sa forme CO2-.
Donc en fait, il résulte de ce raisonnement, c'est que les acides aminés en milieu biologique ne sont pas des molécules en fait, ce sont des ions, et des ions d'une sorte un peu particulière parce que d'un côté, vous avez une charge négative, d'un côté, vous avez une charge positive. Donc ce sont à la fois des cations et des anions, et il y a un terme pour les désigner. C'est pas par ici. Voilà. Le terme, ce sont des zwitterions. Voilà, c'est un mot à connaître. Ça correspond aux espèces chimiques qui ont sur une partie de leur molécule un côté cation et sur une autre partie de leur molécule un côté anion. Et donc c'est sous cette forme que se trouvent les acides aminés en général dans les milieux biologiques qui sont à un pH à peu près 7. Donc ce qu'on vient de dire là, c'est extrêmement important parce que lorsqu'on analyse la structure de protéines, lorsqu'on analyse éventuellement l'ADN, on va détruire ces macromolécules et on va avoir des fragments, des sous-parties de la protéine complète. Et il y a une méthode de séparation qui s'appelle l'électrophorèse qui joue sur le fait qu'on a des particules chargées et comme elles n'ont pas les mêmes tailles, elles n'ont pas les mêmes structures, elles ne sont pas mobiles de la même façon lorsqu'on les soumet à un champ électrique. Donc ça correspond, ça c'est la méthode d'électrophorèse. Donc on va regarder très rapidement comment ça fonctionne. Voilà, et puis on s'arrêtera après. Alors l'électrophorèse, voilà, je vais zoomer sur cette image. En fait, vous avez un papier imbibé d'une solution tampon. C'est important d'avoir la solution tampon. On va en reparler juste après. Sur ce papier, vous déposez des acides aminés ou des fragments de protéines ou je ne sais pas quoi d'autre. Et vous soumettez, pardon, j'arrive pas à caler l'image, voilà. Vous soumettez à une tension. Vous mettez une tension aux deux extrémités de ce papier qui est imbibé d'une solution tampon. En fonction des charges qui sont effectivement présentes sur les brins les morceaux de protéines ou les acides aminés. Et ça, c'est lié au pH qui est imposé par les solutions tampons. Chaque molécule va avoir une faculté à se déplacer qui sera différente. Et donc, quand on laisse tourner l'électrophorèse pendant plusieurs minutes ou plusieurs dizaines de minutes, on arrive à avoir des choses dans ce genre-là. Donc là, ça va être extrêmement schématique. En réalité, c'est jamais aussi bien tranché. Mais si vous êtes parti sur un mélange d'acides aminés, arginine, acide aspartique et glycine, dans un pH bien précis qui a été imposé par une solution tampon, vous pouvez voir que après l'électrophorèse, vous avez 3 dépôts. Celui-là, on établit la correspondance avec le dépôt qui se trouve lorsqu'il n'y a que de l'arginine. Donc ça nous fait dire que ici c'est de l'arginine. Celui qui est tout en bas, la correspondance est établie avec ce dépôt qui correspond à une feuille où il n'y a que de l'acide aspartique. Donc ça nous fait dire qu'ici il y a de l'acide aspartique. Et donc, si elles se sont bien séparées, comme au départ il y avait de l'arginine et que l'arginine on la retrouve dans ce dépôt-là, il y avait de l'acide aspartique que l'on retrouve dans ce dépôt-là, sur le principe, c'est de la glycine qui se trouve ici. Et donc on sépare les acides aminés et lorsqu'on étudie la structure de protéines, ce genre de choses, alors la démarche va être beaucoup plus complexe et beaucoup plus longue, mais ça permet de connaître à la fin la composition en acides aminés d'une protéine. Alors est-ce qu'on nous donne quelque part une valeur de tampon? Oui. On est sur un tampon à pH égale 6. Et c'est une tension de 180 volts, donc c'est sensiblement plus grand que ce que j'ai dit tout à l'heure. 25 minutes d'attente, et puis on met la couleur pour pouvoir visualiser les dépôts
d'acides aminés qui ont été faits. Si on est à pH 6, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'alanine? Eh ben, on a un pK qui est pour la partie acide de la molécule 2,3, un pK pour la partie amine de la molécule 9,7. Donc à pH 6, on est vraiment entre les deux. Et 2,3, 9,7, c'est très éloigné de pH 6. Donc, conformément à ce qu'on disait hier sur les domaines de prédominance, c'est le zwitterion qui prédomine. Ça veut dire que à pH 6, on a CO3- ici et la forme cation sur la molécule NH3+. Et puis on va dire exactement la même chose pour cet acide aminé. pH 6, on est bien centré entre 2,2 pour le pKa de l'acidité et 9,2 pour le pKa de la basicité. Donc cette molécule aussi va avoir la forme anion sur la partie acide, la forme cation sur la partie basique. Et en plus, il y a une spécificité, c'est qu'il y a un troisième site qui va être sensible aux acides et aux bases. C'est dans la partie R de la molécule de l'acide aminé. Là, on est à un pKa de 10,7. Donc ici aussi, on va avoir la forme cationique. Et si on regarde les deux, là, il y a une charge moins, il y a une charge plus. Donc globalement, cette molécule est neutre, même si localement, vous avez un site négatif et un autre site positif. Si vous regardez celle-ci, ça va réellement être sur l'ensemble de la molécule. Parce que vous avez deux charges plus contre une charge moins à un autre endroit de la molécule. Et si on revient au dépôt qui se trouvait ici, on nous dit que ça c'était le côté plus du générateur, ça c'était le côté moins du générateur, et donc si, c'est lequel, j'ai oublié, si la lysine est un cation, la lysine va être davantage attirée par le pôle moins du générateur. Même c'est pas les mêmes, bon c'est pas grave. Mais enfin le raisonnement est bon, est toujours valable. Si l'arginine a été davantage attirée par le pôle moins, c'est qu'elle est davantage sous forme cationique. Donc ici, ça va plutôt être un cation. Il faudrait vérifier. Même si on dit que c'est un cation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un endroit de la molécule qui est un anion. On est toujours à pH 6, donc la partie acide de la molécule est sous sa forme basique. La glycine est restée au centre. Donc la glycine, globalement, est neutre, puisqu'elle n'a pas été plus attirée par le pôle moins du générateur que par le pôle plus du générateur. Pour finir, l'acide aspartique, qui elle a été, c'est un acide aminé qui a plutôt été attiré par le pôle plus du générateur, c'est donc un anion. Globalement, le bilan de la charge, et là encore je pense sur l'acide aspartique qu'on a un site NH3+ quelque part. Mais si on a un site NH3+, on doit avoir deux sites peut-être COO-. Alors il faudrait retrouver la formule de l'acide aspartique. Voilà, il faudrait trouver les formules complètes de ces molécules d'acide aminé. Mais donc voilà, pour finir, c'est une méthode de séparation qui permet de connaître la structure des protéines et de séparer les acides aminés ou les groupes d'acides aminés les uns des autres.